bien, bonjour à toutes et à tous. Deuxième émission de Que sont-ils devenus? Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Stanislas Akar. Donc Stan Akar qui était d'abord instituteur, on en parlera un petit peu. C'est Ensuite, ça, assistant coach de Golbet Épinal en Pro B. c'est ça. C'était R à l'époque C'était Air de Lorraine. de Lorraine. Ensuite, scout pour les équipes de France. Ouais, là, durant mes années de conseiller technique régional et de CTN, ouais, exact, ouais. Et maintenant, coach de l'équipe de France U15 Coach de masculine. l'équipe de France U15, entraîneur national à la FLE, ouais. Bah, bonjour Stan et bienvenue. Bonjour Marc-Antoine, bonjour Alors, à tous. comme on l'a dit, cette émission a pour vocation bien, de montrer tous les métiers que peut offrir le sport au sens large et également de promouvoir le sport dans toute sa splendeur. Alors, tu as un parcours atypique. Est-ce que tu peux, avant qu'on parle bien sûr de basket, nous raconter un peu quelle était ton enfance et comment t'es venue cette envie de faire du sport ton métier? Alors ce qu'il faut que je dise en premier lieu, c'est que mon père était instituteur et que dans la cour de l'école, il avait installé des paniers de basket. Et donc j'ai débuté le basket grâce à mon père qui avait mis des paniers dans la cour de l'école. C'est devenu ma passion dès l'âge de 6-7 ans. J'avais vraiment envie de jouer, j'avais vraiment envie de faire quelque chose dans le basket et c'est devenu ma passion très très tôt grâce à mon père qui m'a mis le pied à l'étrier. Alors à l'époque, on jouait, quand je dis à l'époque, ça remonte un petit peu, mais au début des années 70, j'ai joué jusqu'à l'âge de 13 ans uniquement dehors, dans les Vosges. Et Dehors dans les Vosges, c'est une dehors dans double les fonction. Vosges, ouais, c'est un challenge, hein. Et il arrivait durant les mois de janvier, février, que pour jouer, on soit obligé d'abord de commencer par pelleter la neige. Donc c'était une vraie motivation. Et à l'âge de 13 ans, quand on a déménagé, on est arrivé à Mirecourt. Et là, il y avait un gymnase. Et pour les premières fois de ma vie, j'ai commencé à jouer dans un gymnase. Mais j'avais déjà la passion du basket chevillée au corps. Et j'avais véritablement l'envie de jouer au basket. Et je m'y éclatais. Je m'y éclatais. Et alors, quand les jeunes te disent que les conditions sont pas optimales maintenant, tu leur parles de ça? Ouais, je crois qu'il y a des pays dans lesquels je cite souvent la Serbie, dans lesquels, ou la Grèce, les gamins s'entraînent dehors, les gamins s'entraînent sur des terrains en béton, de l'été, en plein cagnard, et ça fait des basketteurs extraordinaires. Je crois que ce qui fait le basketteur, c'est pas les jolies chaussures, c'est pas le joli gymnase, c'est un petit peu le cœur, l'envie qu'on va mettre, chaque jour, le quotidien qu'on va s'imposer, quel que soit acquis du soleil, qu'il n'y en ait pas, que la volonté qu'on met derrière, l'abnégation qu'on met au quotidien. Et avoir de belles installations, c'est bien, c'est certes, c'est mieux, pas toujours quand ça gonfle les têtes, mais naturellement, on peut s'entraîner partout. J'en suis convaincu. Donc, on l'a dit tout à l'heure, de formation, donc il y a eu cette enfance basket, puis après tu t'es orienté vers le professorat. Et à quel moment tu as choisi ou tu as eu l'opportunité de bifurquer vraiment sur 100% sport? Alors, à partir de l'âge de 14-15 ans, j'ai commencé à entraîner les jeunes dans mon club. Et puis à 18 ans, j'avais déjà l'entraîneur régional à 18 ans. Et à 18 ans, j'ai dit à mon père, bah, je vais devenir coach de basket, je vais continuer. Et lui m'a dit non, non, tu, tu vas déjà avoir un boulot et ensuite tu feras coach de basket. Donc ça s'est lancé comme ça. Je suis devenu instituteur, qui était aussi un boulot qui me plaisait. J'ai été instituteur, directeur d'école pendant presque une quinzaine d'années. En parallèle, j'entraînais le club de N4 local où j'étais. Après, je suis allé donc à Golbet-Épinal, mais aussi je suis devenu instituteur et j'ai fait ces deux boulots en parallèle. Et puis, je dirais en cours du soir, entre guillemets, par correspondance, j'ai passé le BE1, j'ai passé le BE2, de telle façon que j'ai le diplôme qu'il fallait quand il fallait. Donc les soirées, je travaillais à la maison dans mon bureau, en plus parce que j'avais toujours cette idée-là de devenir dans le milieu professionnel, qui était mon rêve, qui était ma destinée. Et je voulais pas lâcher ce rêve-là sans avoir essayé. Et puis donc ça s'est concrétisé avec le fait que j'ai pu obtenir le BE1, le BE2, et puis que je suis rentré ensuite en 95 en Pro B à Épinal, où je suis devenu assistant de la Pro B d'Épinal pendant 8 années, et ce qui m'a permis véritablement, en plus des connaissances que j'avais, d'arriver dans le haut niveau et de maîtriser le haut niveau, d'être en phase avec le niveau, de voir ce qu'était la différence entre le développement, la compétition, mais surtout le haut niveau, en étant sur un merveilleux poste qui est celui d'assistant, sur lequel on peut découvrir les choses de l'intérieur, avec quelqu'un qui vous initie, qui vous recadre, qui vous partage les choses et qui permet véritablement d'être très très performant une fois qu'on est passé par là. Bah écoute, oui, et donc si je rebondis sur ce que tu dis, finalement le professorat et le coaching, c'est transmettre.
Donc il y a quand même des similitudes entre les deux. Ça, c'est le premier point. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Et le second point, tu parlais de la partie développement et de la partie compétition professionnelle avec obligation de résultat. Est-ce que pour toi, il y a des similitudes entre la formation du jeune joueur et finalement la confirmation d'un joueur professionnel ou le quotidien d'un joueur professionnel? Est-ce qu'il faut des qualités similaires ou est-ce qu'on évolue et finalement le rapport change? Alors, la première question c'est sur la transmission des choses. Bon, moi j'aimais enseigner, j'aime aussi entraîner au basket, quel que soit le niveau, du mini-basket jusqu'à des équipes internationales, jusqu'à des pros. J'ai beaucoup de plaisir à entraîner les plus jeunes, j'ai beaucoup de plaisir à entraîner tout le monde et transmettre, ça c'est un vrai plaisir. Et j'aime transmettre, j'aime être curieux et quand je sais quelque chose, j'aime le renvoyer vers les autres. Après, là où ça devient plus difficile, la deuxième partie de ta question, c'est par rapport à ce qu'on peut transmettre aux gens pour les faire rentrer dans le haut niveau. Bon, il y a plein de choses qui sont du niveau technique, tactique, physique, un ensemble de choses qu'on peut donner, mais il y a aussi tout ce dont je m'aperçois au fur et à mesure des années, avec des gens qui sont déjà prédestinés, avec des gens qui ont établi un peu une feuille de route, et des gamins qui à 14 ans disent mais moi maintenant on les voit quand ils arrivent avec l'équipe de France U15, dans 4 ans ou dans 5 ans je serai drafté. Et ça faisait sourire avant, ça faisait sourire, mais ils l'ont en eux, et on est là finalement pour les accompagner. On est là pour les accompagner, et ceux qui ont cette envie forte-là, très souvent, parviennent à leur fin quand ils sont bien accompagnés, quand ils ne sont pas gâchés par un environnement nocif, qui peut être des parents, mais aussi dans un club, qui peut être tout un tas de personnes qui gravitent et qui voient un intérêt financier, pécuniaire, parce que ces gamins-là représentent déjà un fort volume d'argent. En tout cas, en les accompagnant bien, si tant est qu'ils aient le patrimoine génétique, parce qu'il faut qu'au départ, pour jouer en NBA, c'est pas avoir l'équipe de France A, c'est pas donner à tout le monde. Quand ils ont le patrimoine génétique et qu'ils ont au fond d'eux cette envie-là et qu'ils sont prêts vraiment à bosser, c'est des gamins qui y arrivent. Alors on connaît des gens comme Victor Wembanyama, mais en ce moment je prends un Ryan Rupert. Ryan Rupert, c'était un joueur qui, plus jeune, était vraiment frêle, qui n'était pas en avance au niveau pubertaire, mais qui avait une très très forte envie, une énorme détermination, qui aujourd'hui est toujours et encore un énorme bosseur, et finalement aujourd'hui il est en train de se faire sa place en NBA, dans un 5, dans une franchise de NBA. C'est un excellent exemple parce que, bon, il fait quasiment 2 mètres, Ryan, mais surtout, ce qu'il met comme envie et ce qu'il met comme détermination, c'est vraiment déterminant et différent par rapport aux autres. Ouais, mais, et effectivement, les parcours peuvent être différents, mais je crois que le facteur commun, ça reste quand même le travail et la détermination. Ça reste le boulot, ça reste la détermination, puis ça reste aussi le fait que il y a un moment où il y a le prix à payer. Ça veut dire qu'il y a le prix à payer, on n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien. Ceux qui veulent arriver, il faut qu'ils passent par des passages obligés qui sont le boulot au quotidien pendant des années, avec vraiment de la rigueur, avec des moments, des sacrifices. Il faut se l'imposer. Et à ce prix-là, on peut arriver à quelque chose. C'est pas en travaillant une fois de temps en temps, c'est pas en se disant je saupoudre un peu de ça, que ça va passer. C'est une trajectoire qu'il faut se donner. Et sur cette trajectoire, il faut être présent parce qu'il n'y a pas un moment où on peut y déroger. C'est vraiment dans un continuum pendant des années qu'on peut s'inscrire. Et pour devenir un champion, je leur dis souvent, ça prend pas. Les gens pensent que pour faire une perf, il faut une bonne préparation. Les journalistes souvent disent ouais, ils ont fait une bonne préparation, ils sont arrivés. Non, c'est pas ça. Toutes les années en avant. Former un champion, ça prend des années et des années. Et pour qu'un gamin soit véritablement performant à l'âge adulte, il faut regarder tout ce qu'il y a derrière lui. Et quand on regarde tout ce qu'il y a derrière lui, on comprend mieux pourquoi il est devenu exceptionnel. Et alors justement, quel est ton regard là sur... tu as parlé des Frenchies en NBA. Bien sûr, Wemby, là c'est la star du moment et il s'en sort bien. On en a parlé en off, mais lui il était calibré mentalement aussi. Quelle qu'aurait pu être sa destinée, il était calibré mentalement. Mais il y a aussi, malgré tout, quelques échecs. Alors, Ryan Rupert est en train de se faire sa place. On a vu le retour de Doumbouya, là, par exemple, qui était compliqué. Quel est ton regard? Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes Français rêvent trop et trop tôt, en général? Est-ce que c'est un effet de mode? Est-ce que tu penses que c'est bien parce que ça booste et ça donne des envies à d'autres? Toi, puisque c'est quand même ta catégorie, même si tu es en U15, quel est ton regard là-dessus? Alors, mon regard aujourd'hui est assez sévère sur le système de formation de la NBA. Quand je dis ça, la NBA fait, en prenant trop tous les joueurs, ne leur laisse pas spécialement le temps de se former. Bon, je pense qu'il y en a qui partent trop tôt, il y en a qui sortent trop tôt aussi de NCAA,
ils sont moins bien formés que par le passé. Il y en a certains, comme Victor, qui est une exception, parce que Victor, il est exceptionnel dans tous les domaines, pas qu'au niveau basket. En dehors, c'est aussi quelqu'un qui est d'une rare intelligence situationnelle, émotionnelle. C'est quelqu'un qui est vraiment à part. Mais pour les autres, je crois que plus ils vont se donner le temps d'arriver en NBA, plus ils vont se former en NBA et plus ils vont être forts pour y arriver. Victor, quand il est arrivé, il avait écrasé la Betclic Elite. Il était en train de dominer. Des gens, bon, on parlait de Doumbouya, avaient sans doute pas cette domination-là, sont arrivés sans être sans doute aussi bien accompagnés, même si en ce moment, Sekou, il est en train de mûrir, parce qu'en venant à Roanne, il est en train d'évoluer. Et je crois qu'en partant un petit peu plus tôt, sans être influencés trop tôt par leurs agents, ils arriveraient plus fort en NBA. Et au lieu de passer par la porte J-League, là, qui est quand même pas passionnante, qui n'a rien de glorieuse, là, en faisant 1, 2 ou 3 ans de Betclic Elite en plus, ou d'Euroleague, ou d'Euroleague, ou d'Eurocup, c'est des joueurs qui ensuite réussiraient beaucoup mieux en NBA. C'est une quasi-certitude. Ça nous fait du mal au niveau de la fédération aujourd'hui, parce que des joueurs qui sont partis très tôt et très fort, je pense à des Théo Valédon, des Kylian Hayes, etc., aujourd'hui ne sont pas au niveau auquel on les attendait, parce que c'était des joueurs qui étaient vice-champions du monde quand même U17, qui étaient des stars mondiales, et aujourd'hui malheureusement ils sont rentrés dans le rang au moment où on a besoin d'eux, notamment pour les Jeux Olympiques. Donc si je pouvais donner un conseil, c'est n'écoutez pas les gens qui à court terme vont s'occuper de vous financièrement, parce que votre agent il va avoir envie que vous partiez très très tôt en NBA, ça c'est sûr. Partez 2 ans ou 3 ans plus tard, partez quand vous allez être beaucoup plus fort, et à ce moment-là vous allez faire une carrière qui sera beaucoup plus impressionnante. Je pense que c'est un bon conseil sur lequel il faut méditer. On parle beaucoup de NBA, mais il y a bien sûr l'Euroleague. Toi, en tant que technicien, quel est ton regard aussi d'un point de vue de qualité technique, j'entends, parce que la NBA, ça reste du spectacle, les playoffs sont très intéressants, mais les 82 matchs de saison régulière, il y en a aussi qui sont bons achetés, il faut se le dire. C'est pas forcément quelque chose qu'on voit en Euroleague. Quel est ton regard sur les deux ligues? Est-ce que demain il va y avoir ce dont on parle depuis des années, une NBA européenne et peut-être un décalage ou une décadence vers du sport business, ou tu penses qu'on peut encore préserver ce niveau de jeu qu'on trouve en Euroleague? Alors moi je suis un grand passionné d'Euroleague. Toute la saison d'Euroleague, j'en mange beaucoup. Pas forcément en direct parce que je les coupe, les matchs, je les séquence, je recherche à voir différentes choses pour m'en inspirer. Je suis un grand fan d'Euroleague. Sur la NBA, je ne regarde pas la saison régulière de NBA, je regarde les highlights de temps en temps. Pour moi, un match de saison régulière de NBA, c'est impassable. C'est trop long pour moi, je l'avoue. Par contre, je suis un grand fan des playoffs NBA. À partir du moment où c'est la guerre, où ça joue pour gagner, là, je m'ennuie jamais. C'est vraiment très rare que je m'ennuie. J'y pique aussi des idées sur des choses différentes. Mais je crois que c'est deux choses différentes. Et quand on voit cette semaine, il y a eu un match un 145-150 en saison régulière. Bon, on peut se poser des questions, ça n'arrive pas en Euroleague. Ça n'arrive pas en Euroleague. Le niveau d'intensité est nettement plus supérieur et il se rapproche de celui du jeu FIBA. On va retrouver pour les championnats du monde, pour les championnats d'Europe, on va retrouver aussi pour les Jeux Olympiques. Donc ça, c'est le basket actuellement. C'est le basket, ça c'est sûr. Maintenant, sur l'avenir, je crois qu'il faut être vraiment mesuré sur qu'est-ce que ça va apporter au basket et au sport en général. Bon, les ligues privées en ce moment, le foot a tenté, pour l'instant ça a été recalé. Nous on est dans une ligue privée qui ne travaillait pas en bonne intelligence avec la FIBA, qui ne travaillait pas en bonne intelligence avec les fédérations internationales, qui revient de meilleurs sentiments puisqu'on a eu des dates communes pour les fenêtres, là, en libérant les joueurs. Ça c'est un grand pas. Mais en tout cas je pense que le premier argument qu'on veut pour un sport-spectacle, c'est le niveau du spectacle. C'est le niveau du spectacle. Et que si les gens qui dirigent ces ligues-là ne sont omnubilés que par l'argent et par le spectacle, le niveau du spectacle, indéniablement, va descendre. Et que quand on pense à ça, il faut aussi penser à la formation. Ça, c'est le deuxième volet, je dirais. Parce qu'aujourd'hui, on se trouve dans une situation où les gens, encore une fois, pensent que pour former un sportif, il suffit qu'il arrive, on le prépare bien et c'est bon. Non, il y a tout ce qui est en amont. Il faut un ruissellement intelligent sur lequel le foot est plus fort que nous, il faut le reconnaître, pour indemniser les clubs formateurs, ça c'est mieux fait, et sur lequel les futurs talents vont pouvoir être formés.
Là, il est indéniable que quand on écrit par exemple de l'Académie française, quand il y a eu un acteur qui a été formé, on sait d'où il vient et on sait qu'il a bossé pour être à ce niveau-là. Aujourd'hui, quand c'est pour un sportif, c'est la même chose. Il va falloir continuer à former des sportifs si on veut que le produit fini, ce qui est derrière la vitrine numéro un, soit vraiment brillant. Sinon, on peut casser aussi cet aspect-là. Bien sûr. Et effectivement, tu as cité le foot, mais la NBA aujourd'hui se nourrit alors bien sûr des produits Fédération française, passés par le centre fédéral ou d'autres clubs formateurs, mais aussi dans d'autres pays. Et il n'y a pas ce système de rémunération ou de rétribution envers les clubs formateurs. Est-ce que tu penses qu'un système comme ça initierait les clubs de Betclic Elite ou de Pro B? Parce qu'on sait que parfois, le centre de formation est la variable d'ajustement aussi dans certains clubs, en termes de budget, etc. S'il y avait cette incitation financière, est-ce que tu penses que ça changerait les mentalités? Il y aurait encore plus de formation de haut niveau, entre guillemets? Alors aujourd'hui, le système de la NBA, il était en quelque sorte perverti parce que le dernier club qui a le joueur touche le buy-out. Touche le buy-out qui est quelque chose d'important. Et malheureusement, ceux qui ont eu les gamins en U7, U9, U11, U13, U15, etc. ne bénéficient pas de ce ruissellement. Donc ça, encore une fois, c'est dommageable parce que ça donne lieu à ce que des joueurs partent dans d'autres pays. Alors bon, certaines fois, c'est sur la Serbie, certaines fois, c'est sur la Nouvelle-Zélande pour que ces clubs-là touchent le buy-out alors qu'ils ont entraîné les gamins une année. Alors on va dire oui, mais ils ont été mieux préparés parce qu'ils ont eu ceci, cela, etc. etc. Très bien, mais sauf qu'au bout du compte, les clubs qui auront entraîné ces gamins-là pendant 10 ans ou 15 ans, eux ne sont pas défrayés. Et encore une fois, c'est pas incitatif, c'est pas un cercle vertueux, c'est quelque chose sur lequel on a travaillé dans l'avenir de façon intelligente, en rapprochant encore une fois les ligues professionnelles que sont la NBA, voire l'Euroleague après, et puis les fédérations internationales. Là, il y a un vrai intérêt. Pas seulement financier, comme on le disait, mais aussi pour la qualité du spectacle. Pour la qualité du spectacle, pour ceux qui aiment le basket. Si on veut avoir du très très bon basket encore pendant des années, avoir le niveau progresser, il faut que le niveau de la formation continue à être très bon. Alors justement, on va revenir un petit peu sur la formation et sur le niveau en question, puisque tu as été scout. Tu l'es encore ou pas d'ailleurs? Non, ça c'est fini. C'est fini. Depuis que tu es entraîneur U15, tu as lâché... Non, ça s'est fait. J'ai fait les deux pendant quelques années. Mais ça s'est arrêté juste avant les Jeux Olympiques de Londres. J'étais avec l'équipe en Lituanie quand elle s'est qualifiée en battant les Russes en demi-finale. C'était en Lituanie. Et puis ensuite, je me suis arrêté au moment du départ, au moment pour les Jeux Olympiques de Londres, où à ce moment-là, il y a eu des scouts qui étaient affairés quasiment à temps plein. Ouais. Alors justement, quand tu étais scout, qu'est-ce qu'on te demandait de rechercher? Qu'est-ce que tu recherchais? Est-ce que c'est forcément pas une science exacte, mais est-ce qu'il y a des petits plus sur lesquels vous attendez les futurs joueurs, sur lesquels vous analysez des séquences de jeu? Comment se passe la vie d'un scout et quels sont les éléments sur lesquels toi tu as travaillé ou tu avais le nez quelque part? Alors il y a deux aspects, parce que sur le scouting, celui que j'ai fait pour l'équipe de France, c'était véritablement pour préparer les matchs de l'équipe de France. C'était le scouting de l'adversaire, connaître mieux chacun des joueurs, connaître mieux les formes de jeu, connaître les usages défensifs, offensifs, etc. Donc ça, c'était véritablement pour avoir les 4-5 points clés qui font que les joueurs ont en leur main 95 à 98% du jeu et qu'on peut leur apporter 1 ou 2% qui peuvent faire la différence sur une information qu'on a prise à l'avance et qui va permettre d'être déterminante. Maintenant, mon boulot aussi pour la suite, c'est de repérer très tôt des talents. On a une opération qu'on appelle Bleu Avenir, dont je suis le responsable à la Fédé, et qui est de reprendre très tôt des talents, y compris dans les petites catégories, chez les U9, U11, d'accompagner très tôt, très discrètement des très gros potentiels, des hyper potentiels, d'accompagner les familles pour que, très discrètement, le plus discrètement possible, pour que ces joueurs-là puissent ne pas être influencés par des gens qui vont avoir une approche mercantile. Nous, on n'a rien à gagner. Moi, je suis cadre d'État et je dépends de la Fédé. La seule chose que j'ai à gagner, c'est qu'ils soient forts à l'âge adulte ou à partir de 15 ou 16 ans pour les équipes de France. Mais ça ne change pas mon salaire, ça ne change pas ma vie, je n'ai pas de pourcentage sur eux, c'est juste un conseil à titre, je dirais presque bienveillant et paternel. Et ça, c'est important.
Je pense que c'est important et justement, ces hyper potentiels, ce sont des potentiels physiques, ce sont des potentiels techniques, c'est un mélange des deux. C'est un mélange des deux. Certaines fois on a du nez, certaines fois on se plante. Ça arrive. Et plus on en fait, plus on a du recul et plus on a des repères sur les gens. Il y a des fois où on arrive à sentir très tôt que ça va être quelqu'un d'exceptionnel. Et puis on se dit, il ne faut pas qu'il y ait une rencontre avec une mauvaise personne, il ne faut pas qu'il y ait une rencontre avec quelqu'un qui va polluer l'environnement et qui va changer la trajectoire. Mais bien évidemment, le patrimoine génétique, c'est important. Rares sont ceux aujourd'hui qui arrivent à haut niveau sans être hyper physique, parce qu'on regarde, plus on monte dans les divisions et plus c'est grand. Mais la taille ne suffit pas. En National 2, en National 1, National 3, il y a aussi des gars qui font 2,5 m, ça arrive, et qui ne sont pas des stars. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui fait la différence entre celui qui est en Euroleague, en NBA, en équipe de France, et celui qui est en National 2, National 3, National 1? Il y a tous les aspects physiques dont on vient de parler, mais il y a aussi ce dont on a parlé, le cœur, la détermination, le travail, la capacité aussi à être en phase avec les autres, la capacité à s'inscrire dans un système et dans un jeu collectif qui fait Donc ça, c'est des trucs qu'on peut un peu sentir. On a différents outils aussi qui nous aident. On a travaillé avec le CNRS pour faire Predictaille, qui nous donne la prédiction de taille à l'âge adulte des joueurs et des joueuses. Donc ça, c'est important parce qu'on peut déjà savoir si c'est quelqu'un qui va encore beaucoup grandir ou pas. On peut aussi savoir orienter sur les postes, etc. Orienter sur les postes. Ça nous aide. On a différents outils. Mais malgré tout, c'est pas une science exacte et on peut se planter. Heureusement d'ailleurs, on peut se planter. Ouais. Ça veut dire que ceux qui passent dans les mailles du filet peuvent aussi prendre un chemin bis et puis y arriver. Et à contrario, ceux qui ont la chance d'être scoutés tôt, il ne faut pas qu'ils pensent qu'ils sont arrivés déjà, quelque part. C'est clair. Ouais. Et tu parlais effectivement de la partie cœur, mental, etc., mais aussi la partie se sentir bien dans un collectif. Tu avais écrit il y a quelques années construire un collectif dans le milieu du basket, avec quelques principes qui aujourd'hui, pour l'avoir relu il y a très peu de temps, ne sont pas du tout obsolètes, bien au contraire, et je pense qu'ils prennent encore plus d'ampleur aujourd'hui, parce qu'on a toujours tendance à dire que le basket c'est le sport collectif le plus individuel, quelque part. C'est vrai, mais à l'instar de ce qu'on a dit sur la NBA et l'Euroleague, la NBA, on est plutôt sur du sport individuel qui se met dans un collectif, et l'Euroleague, on est dans un collectif qui fait briller l'individuel. Si tu avais des conseils à donner à des coachs justement qui sont dans des niveaux intermédiaires, parce qu'on sait qu'on va travailler sur des fondamentaux, sur des catégories d'âge spécifiques, puis après à un moment donné on travaille sur le pré-collectif, quoi que ce soit, quels sont selon toi les fondamentaux importants qui permettent de construire un collectif à la fois bienveillant et compétitif, dans lequel tout le monde se sent bien et dans lequel on peut gagner en confiance et gagner en équipe, etc. Je crois que les choses, elles peuvent être résumées assez simplement, même si c'est très compliqué, la globalité est compliquée, elles peuvent être résumées assez simplement. D'abord, petit, il y a les fondamentaux individuels et le plaisir. Mais sans fondamentaux individuels parfaits, on ne peut pas jouer au basket. De basket, les gens pensent que c'est compliqué, mais non, en fait, c'est très simple. Il faut être capable de faire des choses simples, à la perfection, quelle que soit la vitesse, quel que soit le degré d'opposition. Donc ça, chez les petits, c'est ce qu'il faut retenir, tirer, passer, dribbler, parfaitement, quel que soit le degré d'opposition, quelle que soit la vitesse. Et puis ensuite, un peu plus âgé, on arrive sur de l'inter-individuel, avec être capable de jouer à deux sur du pick and roll, sur du post-up, sur du passé-là, sur du passé-suit. Et ça doit s'apprendre aussi parfaitement, pour que dans le jeu à deux, les gens soient vraiment rodés, avec en parallèle le jeu rapide. Bon, ça c'est quelque chose qu'on peut développer, avec un état d'esprit qu'on peut développer et qui permet de passer partout dans le monde, y compris en NBA, de passer partout. Avec ça, on avance. Et puis ensuite, un peu plus tard, quand les gens ont vraiment ces fondamentaux individuels, interindividuels, cette habitude de jouer le jeu rapide, c'est arriver à créer un collectif, et puis faire en sorte que mettre en valeur les gens sur leurs points forts. Ça, pour moi, c'est déterminant. Il y a des gens qu'on veut faire jouer sur certains postes ou qu'on veut faire jouer d'une certaine façon, mais qui ne sont pas profilés pour ça. L'expérience que j'en ai quand j'en discute un peu aux États-Unis, il y a des gens qui disent qu'il y a des high post players, des low post players. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne vont jamais jouer poste bas, il y en a d'autres qui ne vont jamais jouer poste haut. Ils sont plus morphologiquement et aussi dans leur inconscient. Ils acceptent le contact, ils n'acceptent pas le contact, ils veulent différentes choses. Et à partir du moment où les gens sont profilés pour un style de jeu, il faut renforcer les points forts, je dirais, plutôt que les points faibles. Parce que avec des points faibles,
En travaillant uniquement sur les points faibles, on ne renforce pas les individus. Donc bien entendu, il faut avoir une main gauche. Je vais simplifier les choses. Mais quand les gens ont un point fort, un range, comme disent les Américains, il faut le renforcer. Il faut en trouver d'autres. Il faut diversifier la palette. Et je crois qu'il faut que dans le 5-5, les gens soient à l'aise et aient envie de jouer comme on leur propose qu'ils jouent. Et la question clé, c'est pour toi, pour scorer, comment tu veux scorer, comment tu veux jouer, quel plaisir tu as à jouer, comment tu veux faire, et de choisir des formes de jeu qui soient attachées à chaque joueur et qui permettent de faire briller l'ensemble des joueurs. Ouais, et je pense que pour rebondir sur ce que tu dis là encore, les fondamentaux, on a toujours tendance à les oublier. Mais s'il n'y a pas de fondamentaux, il y a forcément un bagage technique qui ne permet pas de rentrer dans du pick and roll ou même plus tard dans du jeu posé 5-5. S'il y a un travail qu'il faut marteler pour le voir dans des niveaux inférieurs à ceux que tu pratiques, c'est vraiment ce travail sur les fondamentaux parce que les joueurs aujourd'hui, eu égard peut-être à l'ambiance générale, un petit peu le zapping ou quoi que ce soit, zappe aussi l'essentiel, c'est-à-dire les fondamentaux. Alors que, un peu à l'instar de ce que peut faire un musicien, sont des gammes à répéter, comme tu le dis, de plus en plus vite, de plus en plus dur, de plus en plus athlétiquement performant, etc. etc. quoi. Et ça, il me semble que c'est important de le rappeler. Je te remercie de l'avoir fait. Même si on avait. Alors qu'on soit bien d'accord, on ne s'était pas mis d'accord. Stan ne connaît pas les questions. Il se laisse guider. Non, mais on est tout à fait d'accord. Ce que je vais dire aussi, et que je dis souvent à des jeunes en formation, à des jeunes joueurs, c'est que le film Space Jam, il commence avec Michael Jordan, qui est de nuit, qui est en train de tirer, et son père vient le chercher, il lui dit « Hey Michael, c'est l'heure là, il faudra aller coucher maintenant ». Bon, Michael Jordan, il n'est pas devenu adroit parce qu'il y a eu une fée qui est arrivée sur son berceau et qui a dit « Tu seras adroit Michael ». Il a bossé comme un fou. Il a bossé comme un fou. Et ce qui est important, c'est de bosser beaucoup et bien. Parce que celui qui très tôt va tirer des milliers, des millions de fois avec un geste qui est un mauvais geste, c'est pire à la limite qu'un qui va débuter à 13 ans qui n'aura pas eu de geste parasite. Donc si vous vous entraînez beaucoup très tôt, il faut vous entraîner beaucoup très bien. Maintenant, il y a la chance d'avoir les téléphones, les gens peuvent se filmer, se faire filmer. Il y a des classeurs aussi on écrit sur lesquels on écrit en gras et en rouge, qui est incontournable, ce qui est important. Il faut que les gens les regardent, il faut que les gamins s'entraînent très très bien très tôt. Quand ils s'entraînent très très bien, qu'ils ont de bonnes habitudes et de bons fondamentaux, c'est comme un musicien qui a fait ses gammes. À partir du moment où il a fait ses gammes correctement, il va pouvoir jouer n'importe quoi. Là, c'est la même chose. À partir du moment où il y a de solides fondamentaux, il va pouvoir jouer, quand on le répète, quand ça va plus vite, quand ça va plus haut, quand ça va plus fort. Sur ta catégorie U15, celle que tu connais et que tu maîtrises maintenant, parce que ça fait 10 ans, hein, quasiment. Ça fait quasiment 20 ans que je suis. 20 ans, quasiment 20 ans. Excuse-moi, tu vois, j'en avais oublié la moitié. Ça fait quasiment 20 ans que je suis sur cette catégorie-là. Sur cette catégorie-là, est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont interpellé en étant beaucoup plus mature? On a parlé de Wembanyama que tu as coaché en U15. Ouais, j'ai eu en 14. Mais est-ce qu'il y en a eu d'autres qui ont été matures très tôt et qui finalement ont réussi à faire carrière grâce à cette maturité? C'est-à-dire des gens qui seraient peut-être pas inférieurs dans le jeu, c'est pas du tout ça, mais qui auraient justement des fondamentaux ou athlétiquement moins armés, mais qui ont compensé par d'autres qualités. Et qui ont gardé. Au départ, il y a un Evan Fournier, par exemple, à 15 ans, c'était un attaquant exceptionnel. Exceptionnel, je pense qu'à 15 ans, c'était la meilleure arme que j'ai vue pour jouer à 15 ans. Pour jouer à 15 ans contre l'Italie, la Grèce, l'Espagne, il était capable de tout faire. Il était capable de tout faire déjà en faisant quasiment 2 mètres, en n'étant pas abouti physiquement. Il était capable de tout faire. Après, Evan, c'est aussi un gros bosseur. C'est-à-dire que l'été, il s'enfile des charges de travail, il va shooter. Et encore une fois, c'est pas arrivé tout seul. Et il y a des joueurs comme ça qui ont bossé beaucoup et qui sont arrivés en travaillant énormément. Lui, c'est un exemple par rapport au manque de maturité physique, parce qu'il n'était pas en avance de maturité physique. Et bon, il y en a d'autres qui le sont. Victor ne l'était pas non plus. Quand je l'ai eu en U14, Victor, il était très très frêle, mais avec son intelligence, avec tout un tas de choses, il a su compenser et pouvait jouer. Un Doncic aussi, à 12 ans et demi, on en parlait, pouvait jouer déjà contre des gens qui étaient stade pubertaire 3 ou 4, alors que lui, c'était un enfant. Il y a d'autres choses qui permettent que certains réussissent à compenser. Et alors, U15, tu l'as dit dans une précédente interview, et j'ai trouvé ça très fort, c'est la première fois en fait qu'on enfile le maillot bleu, généralement. Et ça reste quelque chose de marquant dans la vie d'un sportif.
j'ai eu cette petite chance de revêtir la tunique bleue quelques fois et je me rappelle encore. Est-ce que aujourd'hui, avec l'évolution là encore des jeunes, ça reste un moment fort lorsque tu leur remets, enfin toi ou ton staff leur remet leur premier maillot bleu? Ouais, je crois que c'est un moment très très marquant. Ils s'en souviennent tous. Bon, il y a des photos qui sont faites naturellement, mais c'est un moment qui est très très marquant. L'an dernier, j'ai eu la chance d'avoir avec moi Florent Pléteuse comme chef de délégation. Donc on avait convié Florent pour la remise de maillot. C'est chargé très très émotionnellement pour les jeunes. Ils se rendent compte que on leur fait bien passer quand il y a du bleu, blanc, rouge, que ça veut dire pour la France, pour la fédération, pour les clubs qui représentent. Aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup. C'est pas un maillot, le premier maillot, on le lance pas, on le distribue pas comme ça dans les vestiaires. C'est quelque chose qu'on a voulu sacraliser, qu'on fait de mieux en mieux, je dirais, qu'on essaye d'avoir avec un vrai accompagnement, un vrai habillage pour que ça ressemble à quelque chose et que ce soit quelque chose de mémorable. Alors on le met pas sur les réseaux sociaux et j'insiste aussi avec les jeunes pour que ce soit quelque chose qui reste intime. On fait des photos avec eux et on veut que ça reste un moment très très fort et très privilégié et que ça reste pour eux quand ils vont avoir des choix forts à faire. Et c'est ce que je leur dis, qu'ils n'oublient pas qu'avant de le porter, il n'était pas grand chose au monde du basket et que la Fédération française les met dans la lumière, leur apporte la lumière, la notoriété, leur ouvre des portes et que le jour où on va avoir besoin d'eux, même s'il y a différentes contingences, il faut savoir renvoyer l'ascenseur, il faut avoir un petit peu de reconnaissance et de gratitude pour la Fédération française de basket. Eh ben, écoute, la transition est toute faite. L'équipe de France de basket à Paris 2024. On va avoir forcément des beaux noms qui sont quasiment tous passés par les équipes de France jeunes. Alors peut-être pas U15, mais auparavant. Ils se mettent à disposition. Je trouve qu'il y a quand même un amour du maillot bleu. On a moins de, arrête-moi si je me trompe, mais de comportements, alors parfois bien sûr pris par la franchise NBA ou quoi que ce soit, mais on a moins de comportements réfractaires à venir faire une campagne avec les Bleus. Est-ce que ça pour toi c'est une fierté? Ça vient aussi de ces moments forts en U15? Et est-ce que, deuxième question, est-ce que tu penses qu'on va avoir l'équipe la plus performante aux Jeux Olympiques avec des gens qui vont venir vraiment mouiller le maillot? Alors, ça c'est une confidence entre guillemets qui ne veut plus l'être puisque on attendra avant de diffuser. Puisque ça peut être diffusé. J'hésite pas à décrocher mon téléphone de certaines fois pour redire à un joueur, ce serait quand même bien que tu fasses un petit effort. Ce serait quand même bien. Qu'ils soient NBA ou pas d'ailleurs, ça m'est déjà arrivé. Ça serait quand même bien parce que les arguments que tu avances là, on peut les entendre, mais pas tous. Et il y a certaines fois où en discutant gentiment avec les gens, on arrive discrètement, on arrive un petit peu à faire en sorte qu'il y ait des joueurs qui puissent reconsidérer leur position et se souvenir du fait, encore une fois, que c'est la Fédération française qui les a mis dans la lumière. Bon, on n'a pas que des agrats, hein, c'est ce que tu soulignes. On a beaucoup de gens qui sont reconnaissants, qui font le maximum. Quand je vois un Boris Dio, ce qu'il a fait, alors moi je ne l'ai pas eu, Boris, quand il était plus jeune, mais ce qu'il a fait, après un Nicolas Batum aussi, bon, tous ces joueurs-là qui se sont vraiment consacrés aux équipes de France, qui ont tout donné, qui certaines fois ont payé pour s'assurer. C'est tout à fait exemplaire. Maintenant, pour venir à Paris, au JO 2024, personne ne va dire qu'il n'est pas motivé. Non, c'est une évidence. C'est une évidence. Là, par contre, quand tu regardes des fenêtres internationales qui vont avoir lieu dans certains pays un peu moins glamour, un peu plus à l'est, avec une hôtellerie un peu moins satisfaisante, ça se bat moins et c'est là qu'il faut être là. C'est là qu'il faut être là et c'est là qu'on voit véritablement ceux qui sont accrochés à l'équipe de France, qui ont cette envie d'acheviller, ceux pour qui c'est viscéral et ceux pour qui aussi ça représente une façon de se constituer un palmarès. J'invite mes jeunes joueurs souvent en leur disant pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un grand joueur? Bon, donc il y a différentes questions, mais je leur dis, mais si vous n'avez pas de palmarès, quand vous avez fini votre carrière, vous n'avez rien construit. Vous pouvez dire à la fin de votre carrière, c'est qu'est-ce que vous avez gagné, les gars? Qu'est-ce que vous avez gagné? Dans les équipes dans lesquelles vous allez être, qu'est-ce que vous avez apporté? Qu'est-ce que vous avez gagné? Quel est votre palmarès? Et ça passe naturellement par la saison régulière, mais aussi pour être un grand joueur, ça passe par le fait qu'il faut se constituer un palmarès en équipe de France. Alors j'avais dit à Victor, je lui ai lancé un défi, je lui ai dit, ben voilà, ce qu'il faut que tu fasses toi,
Le défi que je te lance, c'est d'être à la fois champion olympique, champion du monde, champion d'Europe, voilà, champion NBA, et d'avoir un truc que personne n'a encore, qu'aucun Français n'a jamais fait, et de faire un truc totalement historique et que les autres qui vont arriver derrière toi vont avoir du mal à dépasser. Et le suivant, je vais leur dire justement qu'ils vont le dépasser. Il faut le dépasser. Il faut toujours avoir un objectif. Voilà. Donc justement, donc on parlait du basket 5-5, le basket 3-3 est discipline olympique depuis deux Olympiades maintenant. Ton regard sur le basket 3-3, ça sert sur le 5-5, c'est complémentaire, c'est une discipline à part? Ben, moi, je suis très honnête par rapport à ça. Je suis un grand amateur de 3-3. J'aime bien regarder le 3-3, mais je ne suis pas un spécialiste de 3-3. De loin pas. Je crois que chez nous, il y a des gens qui se sont spécialisés, qui sont très très pointus là-dessus. Par contre, ce que je trouve et ce que je vois d'intéressant, c'est que pour la détection, dans le 3-3, on ne peut pas se planquer. C'est-à-dire qu'à 3, celui qui, dans le 5-5, il y en a toujours un qui va être neutre, qui va se cacher, qui va rien faire de mal, mais qui va rien faire de bien non plus. Dans le 3-3, c'est difficile de se planquer. Et je trouve que c'est un excellent outil parce qu'on voit quel est l'engagement des gens, on voit aussi quelle est leur prise de responsabilité. Et ça, c'est vraiment un très très bon outil pour détecter. C'est aussi un outil pour voir qui est compétiteur ou qui l'est pas. Et je trouve que c'est intéressant de voir quand il y a une fatigue accumulée avec des temps de jeu qui sont courts, et puis la fatigue et l'intensité du 3-3, de voir ce que les gens font des tripes et ce que ça peut révéler. Oui, c'est complémentaire. Je partage et je te remercie de ton analyse. Quel est le joueur qui t'a le plus marqué, tant par le niveau que par les qualités humaines aussi? Est-ce qu'il peut y en avoir deux, hein, un par le niveau et un par les qualités humaines? Ça, c'est vraiment une question piège parce que dans chaque génération, je dirais, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu beaucoup de chance. Il y a eu énormément de joueurs qui m'ont marqué depuis 20 ans. Et en dégager un, c'est très très difficile parce qu'il y en a certains, c'est vraiment par des qualités humaines, comme tu le dis. D'autres, c'est par les qualités physiques, techniques, par la compétitivité. Mais ce que je veux dire, et ce sur quoi je veux insister, c'est le fait que, c'est ce que je leur dis d'ailleurs à chaque fin de campagne. À chaque fin de campagne, les équipes de France, elles sont fortes, ou les équipes nationales, quand on arrive à faire un mélange des générations, un mix des générations. Et dans chaque génération, il y a un ou deux individus exceptionnels. Alors, toutes les générations, elles ont envie de faire mieux que la précédente. Et c'est bien, parce que sinon, on n'est pas sportif. Si on n'a pas envie de faire mieux que les autres, on n'est pas sportif. Mais aussi, ce que je les invite à considérer, c'est qu'à un moment donné, il faut faire le lien entre toutes les générations, et que tous les joueurs que j'ai pu avoir sur différentes tranches d'âge, quand je les vois tous ensemble sur le terrain, certains qui sont des jeunes joueurs, et puis d'autres qui ont dépassé la trentaine ou qui sont déjà des vétérans et qui sont capables de jouer ensemble avec les mêmes valeurs. Je suis aux anges et je trouve ça extraordinaire. Donc en dégager un ou plusieurs, c'est difficile, mais c'est surtout le fait que je crois que tous ont des qualités et que c'est nous, le boulot, c'est à nous de faire en sorte que toutes ces qualités-là, on les mette ensemble. C'est vrai, et quand on réfléchit très froidement, les équipes de France jeunes, il faut être parmi les 10 meilleurs ou 12 meilleurs ou 15 meilleurs de sa génération. Mais après, en équipe de France A, il faut être parmi les 15 meilleurs multigénération. Multigénération. Et c'est encore un cap supplémentaire. C'est encore un cap supplémentaire. La génération 88 avait très bien tourné. Aujourd'hui, elle a alimenté beaucoup l'équipe de France A, c'est vrai. On est en fin de cycle puisque les gars sont un peu plus vieux. Mais je te remercie de le signaler puisque moi j'étais avec cette génération-là. Et ça me met un coup de vieux parce que maintenant, même des joueurs qui sont plus là, puisque Ludo Batti nous a quittés cette année. Ouais. Nico Batum, il est sur la fin de sa carrière, Nico, même s'il fait une fin de carrière où il peut être encore précieux. Maintenant, c'est plus, je dirais qu'il n'est pas l'avenir, il représente tout ce qu'on a pu gagner avec lui, mais c'est une génération qui est passée déjà. Et là, on en a d'autres qui, heureusement, qui ont été championnes d'Europe, U16, U18, U20. Toutes celles-là, il faut qu'on arrive à les mettre ensemble avec des valeurs communes sur les équipes de France. C'est ce qu'on essaye dès l'âge de 15 ans de faire, tous les uns et les autres. Alors justement, tu l'as dit à juste titre, et après on passera aux questions plus philosophiques. On aime bien terminer par la philosophie, mais on voit souvent les équipes de France jeunes, enfin les campagnes jeunes qui sont couronnées de succès. Champion d'Europe, vice-champion d'Europe, champion du monde, vice-champion du monde. Depuis effectivement 5 à 10 ans, on a une place au niveau des seniors et de la scène internationale qui est confirmée. On est toujours dans le top 5, top 6. Mais on voit que les autres nations s'organisent aussi. Alors, pas forcément en jeunes, mais on voit le niveau monter en équipe masculine senior. Et féminine d'ailleurs.
Comment tu expliques ça? C'est-à-dire que nous, on a un système de formation qui fonctionne bien et après, ça se dilue un petit peu. Comment ça se fait que les autres arrivent à maturité plus tard? Est-ce qu'il y a une raison déjà? Ben, moi, je ne fais pas le même comparatif. C'est-à-dire D'accord. qu'aujourd'hui, il y a un ranking qui est fait par la FIBA, un ranking jeune et un ranking senior. Mhm. Aujourd'hui, on est mieux classé au ranking jeune qu'au ranking senior, contrairement à ce que pensent les gens. Ah non, moi j'en étais persuadé quand je te l'ai dit. Bon, D'accord. déjà parce que j'avais potassé, mais même D'accord. intrinsèquement, je le pensais. Ouais. Et aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est qu'on n'arrive pas, par exemple, à avoir des titres de champion du monde, on n'a pas encore eu. Mm. Bon, ça c'est mon rêve. J'aimerais bien qu'on en décroche un le plus rapidement possible, que je sois chez les jeunes ou chez les seniors. Et ensuite, il y a le fait que entre la compétition jeune et la compétition senior, comme tu le dis, c'est un amalgame de plusieurs générations. Mhm. Bon. Nous, sur les générations seniors, on a réussi maintenant depuis 2013, on a été champion d'Europe, à monter de niveau, à prendre davantage de médailles. Mais c'est quelque chose d'assez nouveau. En fait, chez les seniors, notre réussite elle est assez nouvelle, elle a seulement une dizaine d'années. C'est vrai. Chez les jeunes, à contrario, ce qui a tout déclenché, il faut que les gens s'en rendent vraiment compte, parce que ça va être des choix dans les années à venir, c'est la création des pôles. La création des pôles espoirs, qui ont permis, avant la France était une nation qui était dans le ventre mou européen, entre 10 et 15, certaines années on ne se qualifiait pas pour le championnat d'Europe. Et puis le fait qu'il y ait eu la création des pôles espoirs et qu'on ait un très bon entraînement avant 15 ans, ça nous a permis de grimper véritablement le niveau. Le niveau a évolué très très rapidement et ça nous a permis d'arriver à gagner énormément de médailles. Quand on regarde avant la création des pôles, le nombre de médailles et après la création des pôles, c'est stupéfiant. D'accord. C'est stupéfiant. J'avais pas cette donnée. Donc ça c'est vraiment la donnée qui a tout fait changer, de bien s'entraîner avant l'âge de 15 ans, de renforcer les fondamentaux, de développer les fondamentaux individuels et de développer aussi les organismes pour le haut niveau. Mais sur les seniors, je suis convaincu que dans les 10 années qui vont venir là, avec toutes les générations qu'on a formées, avec le nombre de joueurs qu'on a formés, et puis aussi par le fait qu'on commence à engranger de l'expérience et de la réussite, parce que la confiance, ça se construit. La culture de la gagne aussi. Ouais. La culture de la gagne, puis la confiance aussi, ça met très très longtemps pour emmagasiner de la confiance. Pour la perdre, ça va super vite, mais pour la gagner, ça met plus de temps. Je suis persuadé que dans les 10 années qui vont venir, il y a un nouveau boom à prévoir de nos résultats. Alors, tu vois, j'avais pas cette donnée, effectivement, donc ça s'explique, hein, puisque tu formes et derrière on est plus performant et en senior ça se confirme. J'avais pas cette donnée sur la création des pôles. Il se pose une question peut-être d'ordre de politique générale et peut-être que tu n'auras pas la réponse. Enfin, j'imagine que tu vas défendre le développement, en tout cas le maintien de certains pôles, mais comme les pôles sont plutôt à vocation régionale, avec les nouvelles grandes régions, enfin, si on peut encore les appeler comme ça, c'est le cas dans la région des Hauts-de-France. Nous, on avait le pôle qui se situe à Amiens et l'autre qui se situe à Léquin, à Wattignies, pardon, Lille. Est-ce qu'à terme, le risque, c'est pas qu'il n'y en ait plus qu'un? Et là, avec des questions très pratico-pratiques, quand on habite le sud de l'Oise, Chaumont-avec-ça, envoyer son gamin de 11 ans à Lille, même si c'est bien encadré, même si c'est le rêve du gamin, c'est pas forcément bien perçu par les familles. Est-ce qu'il va y avoir le maintien des deux pôles, des deux pôles dans des régions où il y avait deux régions avant et qu'il n'y en a plus qu'une Alors c'est une très très bonne question, c'est une question qui risque de devenir encore plus d'actualité avec le déficit qui est le déficit actuel de la France, parce qu'il faudra faire des économies de toute évidence. Ce qui nous a inspiré lors du dernier PPF, c'est l'étude qu'a pu faire le foot sur la proximité du milieu familial et la réussite. Pour le foot, ils ont fait une étude merveilleuse sur laquelle ils ont démontré que la proximité du milieu familial influençait énormément sur la réussite, que la proximité des parents faisait qu'il y avait une très forte corrélation entre la réussite sportive, scolaire des joueurs, plutôt que ceux qui étaient désimplantés et qui partaient très tôt. Naturellement, il y a des exceptions qui confirment la règle, mais en tout cas, sur la loi des grands nombres, c'est comme ça. Donc on s'en a inspiré, on a essayé de garder véritablement une proximité dans chacun. La loi NOTRe a fait que les anciennes régions ont été regroupées. On parle des Hauts-de-France avec la Picardie puis le Nord-Pas-de-Calais. Bon, maintenant, aujourd'hui, Grand Est, ou Grand Est avec 3 régions, l'Alsace, la Champagne et la Lorraine. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'un garçon ou une fille qui vient dans un pôle, il peut arriver le lundi matin, faire lundi soir, mardi soir, mercredi soir, jeudi soir, 4 nuits à la maison.
quand on fait rentrer un gamin ou une gamine très tôt, c'est encore plus vrai pour les filles, c'est difficile de les désimplanter du milieu familial. Ensuite, on a eu la volonté qu'ils jouent près de leur domicile et d'avoir des équipes élites qui soient près du domicile pour avoir des déplacements pôle, domicile, club qui soient raisonnables. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que cette proximité-là nous permet de sortir de plus en plus de joueurs, d'avoir de plus en plus de joueurs et de joueuses qui sont opérationnels et de les déraciner le moins tôt possible. Et ça, c'est un véritable facteur de réussite. Donc après, il y aura des choix à faire, mais je crois qu'il ne faut pas se tromper et bien se souvenir où on était avant, au niveau du basket, avant la création des pôles et après la création des pôles. Alors, ça peut être un investissement, je vais dire les choses bêtement, c'est comme l'éducation nationale, ça coûte cher l'éducation nationale. Moi qui étais directeur d'école, je peux le dire, ça coûte cher, mais c'est le meilleur investissement en fait. Parce qu'après, toutes les nations qui ont des difficultés en économisant sur l'éducation, qui à moyen terme, à court terme c'est une économie, à moyen terme c'est un coût, et à long terme c'est une gabegie d'économiser sur l'éducation. Là je dirais aussi sur la formation des joueurs. Peut-être qu'à court terme on pourrait économiser, c'est sûr, mais ensuite j'en suis vraiment pas certain et j'ai peur de l'avenir si jamais on n'a pas cette capacité à continuer à former proche des domiciles avec des conditions qui soient des conditions d'éclosion favorables pour les jeunes. Et a fortiori, dans ce que tu dis, toi tu vois bien sûr la réussite et comment dirais-je, les victoires, les médailles, les titres, mais il y a aussi tout ce que peut apporter le sport dans la vie quotidienne, parce que les jeunes qui passent par les pôles, et j'en ai connu, et ça leur a aussi donné une structure qui est utile dans la vie quotidienne, même si c'est pas dans le sport quelque part. Donc c'est à la fois un investissement sportif pour devenir une nation sportive, mais aussi je pense éducatif, comme tu l'as dit, parce que ça offre un cadre. Même si on ne devient pas pro ou si on ne devient pas sportif de haut niveau, ça permet d'avoir une rigueur qui est, à mon sens, la base même d'une nation solide quelque part, puisque ça fait des individus qui sont costauds, quoi. Ouais, je souscris, on est sur le triple projet, hein, c'est-à-dire que quand des jeunes rentrent en pôle, on est sur le projet sportif, sur le projet scolaire, et puis aussi sur le projet personnel, sur le bien-être. Bien sûr. À partir du moment où les jeunes sont à l'aise dans ces trois domaines-là, quand bien même ils ne deviennent pas des internationaux, ça peut être des gens qui vont être ensuite dans des écoles avec une éthique de travail, avec une volonté, avec une détermination qui est importante, parce que dans tous les boulots, on a besoin de personnes comme ça, et dans tous les corps de la société, on a besoin de battants et pas de gens qui sont assistés, on a besoin de gens qui sont déterminés, on a besoin de gens qui sont sportifs, qui ont un mental de sportif, et c'est intéressant d'avoir des gens qui sont des moteurs plutôt que des freins. Ouais, mais je suis complètement d'accord et je pense que la société a besoin d'individus libres quelque part et leader. Leader. On va passer à la dernière partie de l'interview. On aime bien les questions un peu plus philosophiques. Un petit feedback sur ta vie, surtout sur la société en général, le sport en général. Si toi, dans ta carrière, tu devais changer... Déjà, est-ce que tu changerais quelque chose dans ton schéma de carrière, et si tu avais le choix, et si oui, ce serait quoi, à quel moment et pourquoi? Alors, je ne changerai absolument rien parce que on m'a fait de nombreuses propositions au fur et à mesure de ma carrière. Je n'ai fait que ce que j'ai eu envie de faire. Je n'ai fait que ce que j'ai envie de faire et je n'ai ni regret ni quoi que ce soit parce que j'ai été très très heureux dans chacune des périodes de ma vie et je crois qu'il n'y a rien à changer et donc j'ai aucun regret. Et tu sais, c'est assez flagrant parce qu'à chaque fois que je pose cette question-là, tous les sportifs me disent je change à rien. Parce que les décisions que j'ai prises à l'instant T, je les ai prises avec les informations que j'avais à cet instant-là. Donc oui, on pourrait changer le cours peut-être, mais au moment où je l'ai pris, j'ai pris la décision et j'assume. Et ça, par rapport à ce qu'on s'est dit au préalable, et juste auparavant, c'est aussi une force du sportif que d'assumer je crois. tout ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'il dirait le stade de 58 ans au petit stade de 12 ans qui était en train de déblayer le terrain Amuse-toi, dans les eaux? amuse-toi, éclate-toi, prends du plaisir, continue comme ça. Si tu avais un conseil de vie professionnel, Ouais. pas sportif pour le moment, mais de vie professionnelle à donner aux plus jeunes que tu connais bien, enfin 15 ans, même avant, ce serait lequel? Je crois qu'il faut aller au bout de ses intentions, il ne faut pas avoir de regrets. Et il faut qu'aujourd'hui, même si c'est sans doute plus difficile que ça n'a été, c'est vrai, je le conçois, aujourd'hui il y a de l'éco-anxiété, il y a tout un tas de facteurs, il y a la guerre, il y a des gamins qui sont marqués par ça. Et quand on entend les ados et qu'on discute avec eux,
c'est quelque chose qui malgré tout les questionne. Dans le futur, ça les questionne. Je ne sais pas si tous les adultes en ont la conscience, mais en tout cas, chez les ados, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus actuellement, C'est vrai. qui est de plus en plus marquant. Et ce que je leur dirais, c'est que l'avenir leur appartient. L'avenir leur appartient, même si nous, on a des efforts, nous adultes, à faire pour léguer à nos enfants une planète en bon état. Mais l'avenir leur appartient, ça va être eux aussi qui vont faire l'avenir, qui vont faire leur planète. Il faut qu'ils aillent au bout de leurs rêves, il faut qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire. Et puis surtout, il ne faut pas se mettre de limites. À partir du moment où on a un rêve, on a une détermination, il faut aller à fond dans les choses. Quand on vise haut, si on n'y arrive pas, on va toujours avoir quelque chose qui va néanmoins être à une belle hauteur et qui va être quelque chose de bien. Donc, soyez pas frivoles. Quand on vise la Lune, on atterrit sur les étoiles. C'est clair, c'est clair. J'ose même pas te poser la question parallèle sur le conseil que tu donnerais à un gamin de 10-11 ans qui rêve de porter le maillot bleu ou qui rêve d'être un NBA. Qu'est-ce que tu lui dirais? La même chose, j'imagine. D'abord qu'il s'amuse, d'abord qu'il s'éclate, et puis ensuite qu'il travaille bien ses fondamentaux, qu'on n'a rien sans rien, et que quand on veut arriver à quelque chose, il faut s'en donner les moyens, et bosser, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup et bien. Beaucoup et bien. Parce que bosser beaucoup, ça ne suffit pas. Il faut en même temps mettre de la qualité pour avoir véritablement des fondamentaux qui soient des fondamentaux parfaits, qui résistent à la vitesse, qui résistent à l'opposition, qui résistent à la poussée, qui résistent à tout un tas de choses. Merci. Et ultime question. Comment tu imagines le monde de demain et le sport de demain? J'aimerais bien qu'il reste... c'est pas passéiste ce que je vais dire. J'aimerais bien qu'il reste un monde de passion, comme actuellement, et que ce ne soit pas uniquement l'argent qui guide les choses, mais que ce soit la passion du sport et la passion de la performance qui reste au centre des choses, et que ce ne soit pas uniquement des intérêts financiers qui gouvernent les choses. Écoute, et le mot de la fin, je te le laisse. Merci à toi pour ton investissement dans le basket, pour ton passé dans les équipes de France, et puis aussi pour le fait que ici sur place à Compiègne, tu sois un moteur et que tu aies l'envie de faire bouger les choses au travers du basket, et notamment du 3-3, qui est notre future discipline olympique, et sur laquelle j'espère qu'on récupérera moi aussi une médaille. On va passer par le TQO. On va passer par le TQO. Merci en tout cas à toi Stan, merci plaisir. à la Fédération de basket qui nous a offert ce moment, quelque part par ton temps et par tout ce que tu offres. On va aller également faire une immersion avec les jeunes derrière, pour compléter un petit peu ce qu'on a fait avec la section sportive sur le 3-3 justement. Merci de ton temps et puis j'espère que ça vous aura plu. On va enchaîner les émissions comme ça. Comme vous le voyez, il y a quand même des choses qui sont redondantes, hein. La passion, l'envie, le travail. Je pense que c'est trois choses qui reviennent dans la totalité des interviews. Et puis, moi, je terminerai simplement en disant merci pour le basket. Merci à tous, à bientôt. Au revoir.